Merci beaucoup à toutes et à tous. Marcel, Claude et Philippe, nos trois anciens présidents et donc présidents d'honneur, vont monter sur scène pour nous rejoindre et entamer la deuxième séquence de la soirée qui est consacrée aux 30 ans d'histoire. Ça vous va comme ça ? Aux 30 ans d'histoire de notre association, vue à travers le regard de nos trois anciens présidents, que je vais introduire brièvement à chaque fois. Donc, je commence bien évidemment par notre président fondateur, Philippe Herzog. Je tente de te présenter en quelques mots, si tu en es d'accord. Donc, tu as été professeur d'économie, notamment à Nanterre, Pierre Moscovici l'a mentionné, où tu as enseigné pendant 30 ans. Tu as été également l'un des cadres dirigeants du Parti communiste français que tu as quitté en 1996. Jusque-là, j'ai bon. Et à ce titre, tu as été l'un des auteurs du programme commun de la gauche. Parallèlement, tu as été élu député européen de 1989 à 2004, où tu as travaillé, entre autres, sur la participation des citoyens et des acteurs sociaux au système institutionnel, ainsi que sur les services européens d'intérêt général. Et par ailleurs, de 2009 à 2014, tu as été le conseiller spécial de Michel Barnier, qui était alors commissaire européen en charge du marché intérieur et des services financiers. Et au milieu de tout ça, tu as fondé donc Confrontation en 1992, 1991, qui est devenue Confrontation Europe en 2004. Et tu as présidé Confrontation jusqu'à 2010. Est-ce que tu pourrais revenir sur les raisons et les motivations qui t'ont conduit à créer cette association et puis nous en conter l'histoire ? Merci à tous, merci à Michel, félicitations. Il y a beaucoup d'amis dans la salle, beaucoup d'anciens qui ont fait Confrontation, qui continuent pour certains, et aussi des nouveaux qui la font aujourd'hui et qui sont ceux qui vont la faire pour l'avenir. Je vais centrer mon propos sur un pont entre le passé et le futur. Et je ne dessine pas des plans sur la comète sur 2050. Je vous dis d'emblée, les risques de désintégration valent autant que les risques de réussite. Il faut se mettre ça à l'esprit. Sinon, on va fuir nos responsabilités. C'est maintenant que ça se joue. Et je veux mettre la question d'innovation dans la méthode. Je voudrais en faire une question centrale. Je reviens en deux mots sur ce qu'a dit Michel, que tu as très bien résumé les choses. Bon, je dirais que nous avons conçu Confrontation Europe comme un mouvement pour faire de la politique autrement et construire l'Europe autrement. Et c'était une innovation politique, et ça l'est encore, avec comme originalité monstrueuse, on se réunit parce qu'on est différent et non pas parce qu'on se ressemble. Parce que l'on veut faire en sorte que les conflits s'expriment, que le dialogue se noue et que l'on apprenne à commencer à partager des diagnostics et des projets ensemble. Le sous-titre de l'ancienne Confrontation est très clair. Pour une conflictualité ouverte, viable et créative. Et puis, bien entendu, dès le début, par-delà les oui et les non, à Maastricht, il fallait le faire. Et comme l'a souligné Pierre tout à l'heure, ça ne s'est pas réalisé. Le dialogue ne s'est pas construit comme nous voulions le faire. C'est quand même une originalité formidable de Confrontation. Et enfin, dernier point, je l'ajoute à ce que former société en Europe. Un jour, en réunion publique, Delors a dit « Spinelli veut la construire par le haut et Herzog par le bas », pour résumer. Si les peuples ne suivent pas, ça se désintégrera. Alors, cette méthode Confrontation, elle est d'une grande actualité. En France, ça crève les yeux. Si on appliquait cette méthode, peut-être on se sentirait mieux. Je ne vais pas entrer dans le débat. Je dirais que l'entrée de la société civile, consciente de sa force et cherchant sa créativité, ça va être décisif. Peut-être que les représentants du peuple ne vont pas être aussi mauvais qu'on pourrait le craindre, etc. Peut-être qu'il y aura des éléments de compromis. Compromis, c'est trop court. Il faut dialogue, il faut concertation, il faut des choix collectifs débattus dans l'espace public.
Et ce n'est pas les ersatz de conventions citoyennes et autres consultations qui règlent cette question. Mais je dirais qu'au niveau de l'Europe, et ça, Pierre, qui est un fin politique, c'est peut-être pas mieux. Et je dirais même que c'est plus compliqué parce que les peuples sont très différents. Ils ne partagent pas une même histoire et ils ne s'accordent pas spontanément. Et si j'ai le temps, je dirais un mot sur l'Allemagne. Si on campe dans la France et l'Allemagne doivent toujours dire amen ensemble, on est fichu. Parce que les choix sont plus compliqués que ça à accorder. Et peut-être que sur certains, on s'accordera mieux avec les Espagnols ou les Polonais, ou les Ukrainiens demain, et pourquoi pas d'autres. Donc il faut s'interroger sur le problème européen, et j'y viens, mais en restant dans mon domaine du passé, la deuxième moitié de ma première partie, Confrontation s'est créée dans un moment où l'idée de fédération européenne était vivante. On voulait fédérer des peuples. Et je suis frappé, parce que j'ai bien étudié ça depuis, et puis ils m'ont mis à leur comité d'honneur, l'Institut Jean Monnet. Je suis frappé de voir la ressemblance avec la méthode Monnet, mais la méthode Monnet qu'on a perdue de vue. La méthode Monnet, déjà en finalité, ça s'énonce: nous ne coalisons pas des États, nous unissons des peuples. J'aime bien Olivier, j'aime bien Pierre, mais le but n'est pas confédération. Ça, c'est la forme institutionnelle peut-être. Jean Monnet ne s'est jamais commis là-dessus. Il a dit amen à un moment d'un projet de confédération, mais ce n'était pas ça. Nous unissons des peuples. Et deuxième citation que personne ne reprend, mais c'est la méthode qui est le véritable fédérateur. C'est la méthode qui est le véritable fédérateur. Si nous ne lâchons pas l'objectif de fédérer des peuples, nous devons réfléchir à notre méthode et, comme je vais le dire dans un instant, la repenser. Donc je me centrais dans nous étions dans l'affiliation de Jean Monnet, planiste évidemment, enfin, on crée le plan en France. Mais le Jean Monnet de la méthode, son cœur, c'est les solidarités concrètes. Si on avait voulu, par exemple, je parlais France-Allemagne, les haines étaient violentes. Comment vous solidarisez des peuples qui se haïssent? Et il y en a plein dans la grande Europe, ou qui ne se connaissent pas et qui sont indifférents les uns aux les autres. Il y en a plein dans notre Europe de l'Ouest. Sa méthode, c'est des solidarités concrètes. Sur quoi? Sur des biens communs. Aujourd'hui, on dirait des biens communs. Et Jean Monnet, on l'ignore, d'ailleurs, n'était pas un champion du marché commun. C'était un compromis. Il faut lire ses mémoires. Il voulait un compromis entre une stratégie de biens communs industriels qu'il avait commencé de faire, charbon-acier. Il voulait faire une communauté de l'énergie, et il a obtenu Euratom parce qu'il pensait que le nucléaire, c'était un choix d'avenir industriel fondamental. Et il a accepté le compromis du marché commun, le marché commun étant préféré par l'Allemagne, parce que l'Allemagne voulait être une grande puissance exportatrice, ce qu'elle a réussi à être. Ce qui n'est pas notre cas, qui traînons des déficits de décennie en décennie. Solidarité concrète, c'est on met ensemble des biens communs. Et il aurait voulu poursuivre communauté de l'énergie, communauté des transports, sécurité, bien entendu, et moi j'ajouterai, je le mettrai au-dessus du panier aujourd'hui, mais j'y viendrai, éducation et santé et mobilité. Alors, j'en dis pas plus sur Jean Monnet. Et nous avons fait dans cette période de confrontation compagnonnage avec des gens qui pensaient fédération, dont Jacques Delors, et dans ma critique, ou notre critique du marché à l'époque, parce qu'il ne faut pas dire amen au marché, au modèle de marché tel qu'il s'est bâti. Un espace d'échange entre les gens depuis presque la préhistoire. On veut partager des biens marchands et non marchands, où ce n'est pas l'équivalent, tout se pèse, je troque ceci pour cela, etc. Non, les biens non marchands, c'est des solidarités précisément, c'est des dons, c'est des mutualités, c'est un mot que j'aimerais bien utiliser, d'autant qu'il était vivace après la Deuxième Guerre mondiale en France. Et donc, et Jacques Delors le disait bien, il faut équilibrer la concurrence par la coopération. Et il faut fortifier les uns et les autres par la solidarité. Je suis désolé, on a fabriqué un marché
c'est clair. Les coopérations, franchement, les coordinations intergouvernementales, ça fait des coopérations. Quant aux solidarités, on s'enlise, on en reparle. C'est vrai, on veut mettre de l'argent en solidarité. On partage les vaccins, on partagera des stocks de gaz. C'est petit par rapport à l'horizon. C'est mieux que rien. Mais on ne peut pas aller avancer à des pas de limaçon alors qu'il y a de tels enjeux. Donc, nous avons, en amitié avec Jacques Delors et d'autres, été des fédéralistes non constitutionnalistes. On s'est ralliés, et je regrette mon vote d'ailleurs, au traité constitutionnel, parce qu'il n'était pas mûr et les fiascos se payent cher. Mais comme il n'y a pas eu de débat contradictoire, et c'est vrai que la concurrence libre et non faussée, s'il n'y a pas l'équilibre coopération-solidarité, ça ne marche pas. Nous payons ces choses-là, et confrontation s'est battue, et je ne peux pas développer, sinon je n'aurai pas ma deuxième partie, la participation. Pierre n'est pas là, mais je lui ai remis un rapport en 1998, et le but, c'était, dans chaque village de France et dans chaque entreprise de France, il y aura information pour l'accès à l'Europe, concertation, possibilité de coopérer dans des réseaux européens avec d'autres régions, avec d'autres entreprises. Je lui ai remis ça, il n'y a pas eu de suite. Ce n'est pas sa faute, il n'était pas contre, mais enfin, les bureaucraties françaises, vous savez ce que c'est. Donc participer, on s'est battu, bien public, on s'est battu. J'ai eu un rapport au Parlement européen sur les services publics. J'ai proposé des biens publics européens et on revient, éducation, santé, transport. On m'a dit, vous réinventez la roue, il ne faut pas idéaliser le Parlement européen, pas plus que le Parlement français. Et on a proposé un nouvel acte unique européen en 2007, qui a intéressé beaucoup de gens, mais il a fallu gérer la crise de 2008. Bon. Et puis on a recommencé avec les investissements de long terme. Cette Europe a sous-investi pendant longtemps, il faut le voir. On parle d'écologie. L'Europe a sous-infrastructure, elle a sous-investi. Et puis elle a dormi sur ses deux oreilles. Nous, on est une zone commerciale très forte. Je vous signale un événement récent, lisez la presse aujourd'hui. Notre Europe, notre zone euro, qui était excédentaire au plan commercial, est devenue nettement déficitaire. Et pourquoi? Parce qu'elle est droguée aux fossiles et qu'on n'a pas mis au cœur la question en matière d'énergie du bon policy mix, faisant place au nucléaire et à d'autres sources, parce qu'il faut des énergies de base accessibles en continu, c'est ça le service public. Et donc, on n'a pas investi comme il fallait, mais ce n'est pas vrai que là, dans le numérique, on est passif au plan industriel par rapport à deux géants, et je pourrais multiplier les choses. Donc, Confrontation s'est battue sur ces plans-là, et j'en viens à ma deuxième partie brièvement. Donc, mais le monde a changé de base. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir à Jean Monnet, ou ni même à ce que nous avons fait ici, je dis qu'il faut repenser la méthode. D'ailleurs, je produis un livre, et j'espère que vous m'aiderez à le discuter, qui s'appellera « Les failles de la raison » et sous-titre « Pour un nouveau discours de la méthode ». Alors, je ne vais pas vous faire un discours, il y a un pour, je n'ai pas les solutions, mais en fait, j'ai quand même des hypothèses. Il y a deux éléments à conjuguer. Un, régénérer nos idéaux, immense défi culturel, et redéfinir nos finalités. Et deux, alors, en termes de méthodes concrètes, reprendre la question des solidarités concrètes et des coopérations à une toute autre échelle, car maintenant le problème est global, il y a les enjeux climatiques, et je ne comprends pas que ces questions de méthode ne soient pas posées aujourd'hui, mais franchement, mais lisez les discours sur l'état de l'Europe, l'état des lieux, l'anticipation, le bilan, comme aurait dit Jean Monnet, qui commençait toujours par un bilan. Non, on a fait ci, on a fait ça, on est dans le que faire, mais jamais dans le pourquoi et le comment faire. Je ne me félicite pas, moi, de l'état des institutions européennes. Je ne nie pas les gros efforts de nos amis, d'Olivier, de Pierre et d'autres. Mais enfin, le problème nous dépasse maintenant. Donc le monde a changé de base, régénérer nos idéaux et nos finalités. Alors il y a deux sujets phares. Les idéaux et les promesses, c'est la paix et le développement, la paix et le bien-être, ou si vous préférez, survie et développement. Survie, les mots sont forts mais sont justes. Alors en termes de paix durable, on a lâché l'idéal de Benoît de Saint-Pierre,
vous avez Bernardin de Saint-Pierre, Kant et d'autres, c'est-à-dire un idéal de paix perpétuelle, non pas pour nous-mêmes, mais pour le monde entier. C'était l'époque humaniste, on ne parlait pas que pour nous. Schuman a repris exactement cette chose. Or, aujourd'hui, on a un test formidable, c'est que le monde, il n'y a pas que la guerre, il y a la fragmentation sous les coups de boutoir des rivalités de puissance. Je mets un bémol à l'idée de puissance, je veux une puissance, de Pierre, une puissance bénévolente, d'accord, une puissance qui se réunisse et qui solidarise, mais pas une puissance pour la puissance qui se lance dans la course au surarmement mondial. Pourquoi voulez-vous que je me réjouisse de ça? Pourquoi? Alors qu'il y a 30 ans, justement, Reagan, pas lui, mais surtout Gorbatchev, Reagan a dit amen le moment, a commencé à désarmer. Aujourd'hui, c'est la course aux armements. C'est de la folie et ça gagne l'espace. Alors, pour la question de vision d'avenir, excusez-moi, posons-nous la question, devons-nous être une force qui va combattre à nouveau pour un désarmement, à commencer par le nucléaire, qui va se diffuser à plein d'autres si ça continue? Ou voulons-nous être porteurs d'une force mondiale, une coalition mondiale pour le désarmement? Quand même une sacrée question. Et ça suppose un non-alignement avec les rivalités de puissance. Nous suivons le train des Américains en ce moment, franchement, et ce n'est pas à Biden et les Américains de faire les moralisateurs. Et l'avenir de l'Europe ne passe pas par une ligne rouge entre nous et la Russie. La Russie est en Asie, mais elle est en Europe, historiquement. Et c'est des gens qui ont montré d'une richesse spirituelle dans le passé, qui nous ont aidés à gagner la guerre, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne faut pas en faire le nouveau démon. Qu'est-ce que c'est que ce manichéisme qui est en train de nous entraîner, comme a dit un commentateur, vers une guerre mondiale, en tout cas d'abord nouvelle guerre froide, sinon guerre mondiale, en y allant comme des somnambules. Et ceci, donc la composition de l'Europe devient un enjeu. Ukraine dedans, oui, mais avec un accord pan-européen qui a été demandé tout à l'heure. J'ai oublié qui, quelqu'un demandait un accord pan-européen de sécurité collective. Et composition de l'Europe, ce n'est pas les Balkans dehors, ce n'est pas la deuxième division, là-dessus Moscou a raison, mais ce n'est pas pour autant pour dire on va faire on est encore plus unis dans le noyau dur de l'avant-garde. Non. Nous devons inventer des coopérations à géométrie variable, mais durables, avec tous nos environnements et d'abord avec nos proches. Sinon, si nous avons la guerre entre nous et avec des lignes rouges, on ne pourra pas travailler avec les Africains ou les Asiatiques qui sont des continents en pleine émergence. Développement, deux mots, développement, écologie, gros test. Alors là aussi, on se fait embarquer. On a à peine dit écologique, aussitôt on nous sort la technologie d'avenir, les labels. Et moi, le problème est mal posé. Il y a une équation à résoudre entre écologie et société, besoins sociaux. On veut la nier. On va mettre des correctifs sociaux, on va mettre du quoi qu'il en coûte pour faire passer la pilule. Allons donc. C'est un bouleversement de l'habitat, de la production, de l'industrie qui est en jeu. Ça ne peut pas se faire sans les gens eux-mêmes qui le veuillent, les gilets jaunes de tous côtés. Ou sinon, qu'est-ce qu'on fabrique? Moi, je dirais écologie et développement humain. Et le développement humain me ramène éducation, santé, réseau de mobilité, immigration construite pour l'accueil, etc., etc. Deuxième sous-partie, j'ai presque fini. Alors évidemment, en termes de méthode, ça me ramène à participation, à changements radicaux. Il faut reprendre, confrontation se doit de reprendre le défi de la participation, d'autant plus que, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, les soutiens publics font défaut. Les grandes entreprises ont peur apparemment de s'exprimer, il faut voir le traitement qu'on leur fait. Je pense à EDF ou d'autres. On a des joyaux qui sont en train d'une fragilité terrible et où les patrons n'osent pas prendre la parole comme ils l'ont pris à confrontation jadis. On a eu des patrons, il faut citer Jean Gandois, Francis Maire, Jean-Paul Bailly est là. On pourrait citer De Castro aussi, ou Pébreau, qui m'ont accompagné. Ils n'étaient pas au premier rang, mais ils ont accompagné fortement, qui ont posé des enjeux, qui osaient prendre la parole. C'est compliqué aujourd'hui. Parce qu'on est vraiment dans une sorte de servitude volontaire, pour parler comme la Boétie, mort à 32 ans.
et qui est repêché, heureusement, par son ami, son grand ami, Montaigne. Donc, participation, ça suppose une éducation. La peau de chagrin de l'étude de l'histoire, Lamassoure a une grande étude, j'espère qu'il ne va pas édulcorer les résultats. 3 ans d'études pour le Conseil de l'Europe en mission. Constat, l'éducation européenne est une peau de chagrin. Et l'étude de l'histoire elle-même est en régression partout. Quelquefois, elle est même facultative. Ou alors c'est de la thématique, comme en France. On prend des thèmes, enfin. Il n'y a plus de profondeur de l'histoire, il n'y a plus d'enjeux de civilisation. Et on s'en fout. On parle d'éducation, intéressons-nous au contenu de l'éducation, aux apprentissages humains que ça suppose. Je pourrais être beaucoup plus long là-dessus, mais je ne développe pas. Et quant aux solidarités nouvelles, j'en ai assez parlé. C'est autour des nouveaux biens communs qu'on peut trouver. Il faut monter sur éducation, formation, santé. L'éducation n'est pas dans le traité de Rome, c'est une compétence nationale. Chacun fait son roman national, il n'y a pas que Poutine. Accordons les violons sur l'histoire, essayons un petit peu. Donc, il faut monter ces enjeux de solidarité nouvelle autour des biens communs, et ces biens communs sont d'enjeux globaux, et donc ce n'est pas simplement réussir à réunir les Européens, mais c'est là-dessus qu'on réussirait. Aller parler aux Gilets jaunes d'éducation santé sur les territoires, ça peut les intéresser. Et c'est comme ça qu'on pourrait reprendre un peu mieux un certain nombre de problèmes aussi. Donc, il faut traiter ces enjeux chez nous pour nous réunir, mais aussi dans des coopérations variables et durables avec notre environnement. Moi aussi, je flirtais avec l'idée de confédération il y a quelques années, je ne la partage plus. Effectivement, c'est un deuxième. Et puis, on a eu l'Union pour la Méditerranée. Grossier échec de l'Union pour la Méditerranée, parce que c'était la voie institutionnelle d'abord. On solidarise autour de projets, on ne solidarise pas par des mécanos institutionnels entre des gens qui s'entendent mal, ce qui n'empêche pas que des réformes partielles de traités sont utiles en chemin, mais là-dessus, Pierre a une prudence que je partage. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Et pour conclure, je vais citer Hölderlin, poète allemand, disant une citation célèbre, « Là où est le péril, croit aussi ceux qui sauvent ». Très belle citation. Alors, je l'aime beaucoup, mais il y a 2 conditions. Bien discerner les foyers et les causes du péril, d'où mon thème, les failles de notre raison, et d'autre part, pour être capable de faire croître ceux qui sauvent, c'est un problème de transcendance, n'ayons pas peur des mots. C'est une responsabilité de chacun, c'est un enjeu culturel, c'est des facultés individuelles et collectives à acquérir. J'appelle ça la formation d'une conscience commune à l'échelle de l'humanité.